Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Royal Nickel Corporation est à développer entre Launay et Vilmontel une mine de nickel qui pourrait s'avérer être la 4e en importance au point de vue mondial. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Pierre-Philippe Dupont, directeur du développement durable chez Royal Nickel Corporation. Monsieur Dupont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Dupont. C'est très gentil de votre part parce qu'on commence à en parler beaucoup. On aurait dit qu'au début, mais là, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Ceux qui avaient affaire entre Launay et Vilmontel savaient qu'il y avait une pancarte qui disait bon, projet futur, RNC, etc. Ça commence à prendre forme sérieusement. Alors, c'est pour ça qu'on vous a invité pour avoir beaucoup plus de détails sur ce futur site minier et cette mine, parce que quand on parle d'une quatrième, qui pourrait être 4e mondialement, ça devient excessivement gros comme mine. Alors moi, juste pour faire une courte rétro, M. Dupont, moi, si je vous demandais, là, pour bien situer, qu'est-ce que la compagnie Royal Nickel Corporation? C'est quoi, cette compagnie-là? Comment c'était fondé? La compagnie Royal Nickel, on existe, je dirais, depuis la fin 2006 environ. Okay. Et puis, la compagnie s'est vraiment bâtie pour mettre en valeur le projet Dumont. Les gens qui ont fondé cette compagnie-là, c'est des anciens présidents, vice-présidents de la compagnie Inco. Inco, qui était une grosse compagnie canadienne qui se spécialisait dans le nickel, qui a un peu fondé Sudbury à l'époque, et puis qui a été racheté par le géant brésilien Vale. Vale étant une grosse compagnie minière, donc quand ils se sont fait racheter par Vale, évidemment, il y a eu un réaménagement et les gens d'Inco sont partis, ils se sont dit, on veut fonder une nouvelle grande compagnie canadienne, et puis le projet Dumont, c'est un projet qui va probablement nous permettre de réaliser cet objectif-là. Ah, OK. Donc, dans la gestion ou le management qu'on appelle de l'entreprise, on a des gens avec énormément d'expérience. Le président du conseil d'administration, c'est Scott Hahn, qui était anciennement le PDG d'Inco. Et le président de Royal Nickel était un ancien vice-président de Vale Inco. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le nickel pour la mise en valeur des projets. Ils savent exactement où ils s'en vont, puis piloter leur dossier. Il n'y a aucun problème dans exactement. Ça. C'est pas des gens qui improvisent du tout. On sait très bien où on s'en va. Est-ce qu'on peut se permettre d'improviser dans un pareil développement? Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a aucune marge. C'est ça. Il n'y a pas de marge d'erreur, comme on dit, parce que là, on ne parle même plus de millions, là, on parle de milliards. Là. On va le voir un petit peu plus loin, là, mais on parle de chiffres extrêmement gros. Fait que c'est sûr que il n'y a pas de place à l'erreur. Je suis persuadé de ça. Le siège social de cette compagnie-là se situe à quel endroit? C'est à Toronto. Donc, ce qui est important de comprendre au niveau minier au Canada, beaucoup des échanges financiers se font sur Bay Street à Toronto. Donc, c'est important d'avoir un pied à terre à cet endroit-là. Donc, c'est là où tous les organismes financiers se rassemblent. Donc, stratégiquement, notre siège social se situe sur Bay Street à Toronto. Bon, Monsieur Dupont, on va parler directement là, du projet Dumont. Si on y allait pour commencer là, avec les explications des 4 étapes de ce gigantesque projet. On a 2006 à 2011, 2011-2013, on a 2013-2015, puis on a la mise en production. Alors moi, si je vous demandais, le 2006-2011, c'est réalisé, c'était quoi exactement dans ces 5 années-là? Bien, les premières années du développement d'un projet comme le nôtre, c'est vraiment de définir la ressource. On savait depuis longtemps, le gisement Dumont, on parle du projet Dumont, le gisement Dumont est connu depuis, je pense, les années 50. C'était M. Georges Dumont à l'époque qui avait fait de l'exploration dans cet endroit-là. Il avait découvert qu'il y avait un assez gros gisement de nickel. Il y a eu de l'exploration qui s'est faite, je dirais... plus intense dans les moments où le nickel, le prix était plus élevé, ça arrêtait quand le nickel était plus bas. Puis à un certain moment donné, nous, quand on a acquéri le projet, on s'est dit, bon, il faut absolument définir la ressource. Donc, dans les premières années,
c'est vraiment des forages, Ce qui se passe habituellement là, avant de commencer à dire on va faire une mine. C'est ça. Dit, donc, il faut définir la ressource. Oui, oui. Bon, on sait qu'il y a un gisement, c'est quoi l'ampleur du gisement, quelles sont les teneurs exactement. Donc, vraiment, on a vraiment focusé beaucoup sur la définition de la ressource minérale. Okay. On a aussi fait, par contre, c'est important de mentionner, des études de caractérisation environnementale dès 2007. Donc, ce qui n'est pas fréquent, je vous dirais, dans l'industrie. Sachant qu'on avait un bon projet entre les mains, on a tout de suite catégorisé un peu, qualifié la qualité de l'eau sur le site. La présence, absence de poissons, de faune, d'espèces à statut particulier, qualifier un peu la faune, la flore, les sédiments, comment ça fonctionnait, et ainsi de suite. Donc, on a en 2007, 2008 et 2009, on a fait des caractérisations environnementales de ce projet-là. Donc, je vous dirais que les efforts étaient concentrés surtout sur la définition de la ressource, mais il y a quand même de l'acquisition de connaissances en général du site où on prévoit développer la mine se faisait aussi en parallèle. En parallèle, OK. Alors, si on y allait maintenant avec 2011 et 2013, nous sommes en 2013 au moment où l'émission va passer. C'est quoi ce qui s'est produit et ce qui va se produire en 2013? Je vous dirais que entre la première étape, qui est une étape d'exploration, exploration avancée, on tombe à une étape de mise en valeur. Okay. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est vraiment plus de travaux géotechniques, la portance des sols sur le site. Quand on va mettre les infrastructures, définir les endroits où on va avoir nos empilements, définir les endroits où on va mettre le concentrateur, la fosse, bien définir l'étendue de la fosse. C'est le placement de la mine. Ouais. C'est un peu ça, là. Un peu ça, là. C'est puis ce qu'on appelle, nous autres, dans le jargon, ce qui a été fait en 2011, c'est l'étude de pré-faisabilité. Okay. Donc, où on a un niveau de détail qui est assez intéressant sur, exemple, là, la façon dont on va designer les différents empilements, le parc à résidus, le concentrateur. Donc, on a une assez bonne idée. Ça a été publié en une étude de pré-faisabilité révisée en juin 2011, okay. Je ne suis pas sûr, même c'est juin 2011. Ouais. Et par la suite, là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment l'étude de faisabilité. Okay. Donc, on rentre dans un niveau de détail beaucoup plus important et souvent, le financement des projets se fait à partir des résultats de l'étude de faisabilité. Étude de faisabilité, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que c'est là qui va se décider si oui, on entre en fonction ou si on retarde le projet? C'est une étape extrêmement importante, okay. Mais toutes les étapes le sont. On avait une étude économique préliminaire. Okay. À ce moment-là, on aurait pu dire, il n'y a pas, on n'a pas la valeur ou le profit nécessaire pour aller de l'avant. Donc, on aurait pu, c'est un go-no-go qu'on appelle. Il y en a plusieurs. Il y a ça. La préfaisabilité, c'en est un aussi. Donc, jusqu'ici, chacune des étapes qu'on a passées nous disait, ici, c'est un bon projet. On continue, on va de l'avant. Mais la faisabilité, je vous dirais, là, on rentre dans un niveau de détail beaucoup plus important. Okay. Et c'est ce qu'on fait. Et on devrait la publier, disons, à mi-2013. Okay. Donc, à l'été. Okay. Mais c'est important aussi de mentionner qu'on a établi, on est en janvier, là, mais oui. Juste avant Noël, on a publié l'étude d'impact environnemental et social du projet du Mont. Ça, c'était une étape extrêmement importante dans le développement du projet. Maintenant, si on passe 2013-2015, là, c'est rendu là, à l'étape, je crois, de la construction des infrastructures. C'est là qu'on décide si, mais point qu'on décide. Là, on est rendu que, la mine, elle va se faire. On est rendu dans la construction. On commence la construction, c'est ça? Oui, je vous dirais plus 2014 parce que ce qu'on appelle, justement, on parlait de l'étude d'impact environnemental. Dans le jargon populaire, on appelle ça le permitting, ce qu'on appelle l'obtention des permis. Puis ça, vous pouvez mettre une période d'environ 2 ans, là, à partir du début du processus jusqu'à la fin. Ce qui nous amène, parce que là, c'est sûr, l'étude d'impact, on le publie, il y avait des étapes avant qu'on avait à faire. Mm-hmm. Et on devrait arriver en début 2014 avec les décrets gouvernementaux, donc autant du gouvernement provincial que fédéral, qui vont nous permettre par la suite de commencer la construction du projet. Mais là, on est parti de 2006, puis là, on est rendu en 2015 ou à peu près là. Il y a des étapes, c'est extraordinaire, le nombre d'étapes, puis comment c'est que... on l'a dit tantôt, puis je reviens sur ça, on n'a pas droit à l'erreur là, dans ça. Là. Fait que ça veut dire qu'on est presque 7, 8, et on peut parler même de 9 ans, là, ou à peu près, là, que on n'a pas droit à l'erreur si on veut vraiment se rendre là,
à la construction des infrastructures, etc., on n'a pas droit à l'erreur. Non. Absolument pas. La mise en production pourrait être prévue. Quand on parle de mise en production, on parle de quoi exactement? Bien, la mise à production, nous, dans ce projet-là, on va avoir un concentrateur de ce qu'on appelle communément en Abitibi un moulin là, d'environ 50 000 tonnes par jour. Mais évidemment, quand on commence à démarrer le processus, c'est pas instantané. Là. On n'arrive pas à 50 000 tonnes par jour au jour 1. On commence tranquillement. Oui, c'est sûr. Donc, quand on parle de mise en production, ça se fait graduellement à partir de la fin 2015 pour arriver probablement à mi-2016 avec une production complète à 50 000 tonnes par jour. Là, ce qui était prévu au départ, exactement. On parle d'un capital initial requis. On ne parle même pas de millions. On parle de 2,3 milliards. Ça se peut-tu? Oui, bien, grossièrement, si on rajoute les frais ou les dépenses qu'on a faites en exploration et qu'on va faire, donc jusqu'ici, là, on a un investissement sur ce projet-là de plus de 100 millions qu'on a dû dépenser pour se rendre à l'étape où on est présentement. Okay. Mais l'investissement initial de ce projet-là, c'est environ 1,1 milliard. 1,1 milliard pour bâtir le projet pour arriver à l'année zéro, là, donc avec le moulin, le concentrateur, les infrastructures. Et puis, par la suite, à l'année 5, ce qui est prévu, c'est de doubler la capacité de transformation. Donc, passer de 50 000 tonnes par jour à 100 000 tonnes par jour. Et là, on rajoute un 700-800 millions, là, où là, ça fait qu'on a un capital initial d'environ 2 milliards, plus tous les frais qui nous ont amenés à se rendre jusque-là. Là. Donc, c'est le même que se décompose ce 2,3 milliards. Quand on regarde ça, M. Dupont, là, on parle de chiffres. C'est sûr, est-ce qu'on ne peut pas parler d'investissement dans un projet aussi immense que le projet RNC? On parle de milliards. Nous, on est néophytes là-dedans, là. Mais des personnes comme vous, qui êtes dans le projet, qui l'avez depuis le début, probablement que vous êtes là depuis le début, ce ne sont pas des chiffres qui font peur? Oui et non. Je vous dirais que si on compare l'investissement qu'on a à faire sur ce projet-là à d'autres projets de nickel qui sont comparables dans le monde, on se situe dans le premier quart. Donc, on est un projet où les dépenses initiales ne sont pas énormes, ce qui nous avantage beaucoup par rapport à ces gens-là. Et ce qui fait que, justement, on n'a pas un investissement initial très énorme. Ça paraît gros, là, oui, mais c'est sûr, oui. c'est qu'on est localisé à un endroit extrêmement stratégique. On est près de la route 111. Le chemin de fer passe à travers la propriété. Le gaz naturel, au besoin, parce qu'en ce moment, on ne prévoit pas avoir besoin de gaz naturel sur le projet, mais est à Amos, à 20 km. On n'a pas besoin de camp de travailleurs. Les gens ça va être les gens de Tachereau, d'Amos, de Launay, de Récesson qui vont travailler sur notre projet. Donc, on n'a pas besoin de maintenir un camp de travailleurs. Toutes ces infrastructures-là qui sont là, les projets qui se développent en ce moment dans le nord du Québec, il faut qu'ils rajoutent une voie ferrée, il faut qu'ils rajoutent un aéroport. Si on prend le plan nord, en gros, si on prend le plan nord, là, c'est pour ça que là, on parle de milliards d'investissements, mais c'est ça, un chemin de fer, la ligne électrique, des ports nationaux, de ligne électrique. La ligne électrique est à 8 km. Nous, c'est une ligne de 8 km qu'on a à mettre en place. Les projets qui se développent en milieu nordique doivent brûler du diesel pour générer... Donc, vous voyez, les coûts sont exponentiels. Dans notre cas, on a cette chance-là. Donc, c'est ce qui rend ce projet-là extrêmement intéressant. OK. Selon vous, M. Dupont, là, ce serait quoi, d'ici, mettons, l'ouverture prévue, là, les principales embûches qui pourraient survenir? Ce serait quoi? Bien, le financement, c'est quand même complexe pour un projet comme celui-ci, mais je pense qu'on a une équipe qui est tellement expérimentée à ce niveau-là que moi, j'ai entièrement confiance en cette équipe-là. C'est une des choses. Je vous dirais que on ne voit pas d'embûches majeures parce qu'on a fait nos devoirs. Quand les devoirs ont été bien faits, habituellement, les embûches, elles sont minimes. Oui. Quand on parle d'études d'impact, qu'on vient de déposer, on est extrêmement fiers de ce document-là. On a l'impression, nous, là, c'est pas à nous à juger de ça, mais
tout cas, on a un document qui va être exemplaire au niveau là, des études d'impact de projets miniers. On a un processus de consultation des parties prenantes qui est en ce moment considéré comme un des exemples à suivre au Québec. Moi, je reçois différentes compagnies minières qui viennent me demander comment on fait ça. Tout ça. D'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je donnais une conférence à Montréal, dans le cadre des grandes conférences du Journal des affaires, sur l'acceptabilité sociale des projets, tout domaine confondu, éolienne, ainsi de suite. Okay. Et on présentait la façon dont on consulte les gens, puis de la façon dont on intègre finalement les parties prenantes au développement du projet. Et à ce moment-là, pour revenir à votre question initiale, quand on fait nos devoirs comme du monde, bien, on ne voit pas énormément d'embûches se dessiner à l'avant. C'est sûr qu'il y a des défis énormes dans un pareil projet, mais pour vous autres, ce serait quoi les principaux défis au point de vue social et environnemental? Au niveau environnemental, un des défis de ce projet-là, c'est la grosseur. Puis je vous dirais que c'est principalement le seul défi, mais il y en a quelques-uns, mais l'empreinte du projet est assez gros. C'est un très gros projet, on en parlait tout à l'heure. Oui. On parle d'une empreinte d'environ 46 km², ce qui est assez gros. Au niveau environnemental et social, je vous dirais, tout l'aspect qui est relié à l'eau souterraine. L'eau souterraine, nous, on est dans la MRC d'Abitibi, on est près de la limite de la MRC d'Abitibi-Ouest. Oui. Mais en fait, en Abitibi, en général, on met une valeur extrêmement importante. Moi-même, je suis résident de l'Abitibi. Sur l'eau souterraine, les escarres. La phréatique, c'est très important. On est situé entre l'escarre de Launay et l'escarre de Ville-Montel. On n'est pas sur les escarres, mais on est proche. Donc, les travaux qu'on a faits jusqu'à date nous permettent de constater qu'on ne devrait pas avoir d'impact sur les escarres, mais c'est quand même, au niveau des perceptions des gens, quelque chose qui... les gens ont peur. Les gens ont peur de ça. Au niveau social aussi, je vous dirais, la présence, la serpentine qu'on mine, tous les projets de nickel qui ressemblent aux nôtres, on mine le minerai, c'est une serpentine. Puis une des formes de serpentine, c'est le chrysotile. Le chrysotile étant une forme d'amiante, il y a 3 formes d'amiante. Le chrysotile étant... Thetford Mines, c'est du chrysotile. C'est Raglan, c'est la même composition. La plupart des sulfures, des mines de sulfure de nickel ont du chrysotile. Au niveau des perceptions, les gens, ça revient souvent. Comment vous allez gérer ça, ainsi de suite. Nous, le chrysotile, c'est plus à l'interne, dans le moulin, tout ça, qu'il va falloir. Il ne devrait pas avoir d'impact passé à l'extérieur. Donc, c'est vraiment dans un milieu fermé. Puis là, bien évidemment, on va mettre en place toutes les mesures de ventilation, ainsi de suite. Puis le fait qu'on ait un procédé humide, avant, on avait un procédé qui était sec, et là, ça amenait beaucoup de poussière. On a changé ce procédé-là. Avec l'humidité, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup moins de... Et pas volatile, le chrysotile. Et aussi, cette chrysotile-là, c'est important de mentionner, sa composition évolue. Une fois qu'elle est exposée à l'air, elle va se carbonater et former une magnézite. Donc, elle n'est pas disponible longtemps. Et elle fixe le carbone. Donc, on devient un puits de carbone. C'est aussi intéressant. On voit que tout est vraiment bien pensé. Parce que c'est ça, parce que les gens ont peur. Ou c'est sûr que les gens ont peur. Ils se disent, mais s'ils touchent à la nappe phréatique, on a un problème. D'approvisionnement d'eau. On a un problème sérieux. Et tout ce qui peut y comporter. Mais c'est sûr et certain qu'au point de vue environnemental, au point de vue du ministère des Ressources, du ministère de l'Environnement, etc., des permis vous seront octroyés si ce n'est déjà fait, mais ce seront des permis qui seront octroyés quand vous serez capable de prouver au ministère, regarde, c'est pas dangereux pour telle et telle raison. C'est sûr qu'on ne va pas à peu près là-dedans. Là. C'est l'objectif de l'évaluation environnementale et sociale qu'on fait en ce moment. Là. Le processus, on parlait de l'étude d'impact, mais c'est un processus qui est assez long, qui nous mène éventuellement aux audiences publiques là, qui sont menées par le BAP, qui devrait avoir lieu, je vous dirais, à l'automne 2013. Moi, j'aimerais que vous me parliez, M. Dupont, de la fosse qu'il va avoir, mais ça va être extrêmement gros. Parce qu'on parle ici de 45% de sa propriété qui va être située sur terres agricoles, sur près de 6 000 hectares. On en a 5 000 quelque chose. On touche aux terres agricoles à ce moment-là. Mm-hmm. Bien, la fosse, on parle d'une fosse d'environ 5 km de long par 1,4 km, 560 mètres de profondeur, je vous dirais. Au niveau de la zone agricole, le sud de la propriété, là, si on regarde, pour les gens qui connaissent bien la région, là, on est entre Ville-Montel et Launay. On est au nord de la route 111.
Donc, il y a des terres, c'est zoné vert, mais c'est pas très dynamique comme agriculture, ce qui se fait en ce moment. Je pense que ce qu'on nous avait dit, le maire Gilbert d'ailleurs nous avait dit, je pense que les foins n'ont même pas été faits dans ce secteur-là dans les 3 dernières années. Donc, nous, c'est sûr qu'il va falloir je parlais d'enjeux tantôt, mais il faut aller dans une demande d'exclusion de cette zone-là pour permettre le développement de la mine. La sortir de terre agricole, autrement dit, pour lui donner un autre nom, pour que vous puissiez avoir à faire Exactement. Avoir à travailler dessus. Exactement. Autrement dit. Okay. Donc, on a à faire ça. Là. On commence le processus maintenant. On a eu les résolutions des municipalités parce que c'est pas la compagnie qui fait ça. Hein, c'est la municipalité, la MRC, qui vont déposer une demande de dézonage. OK, ça, c'est intéressant, ça. Donc, c'est pas nous qui font ça. OK, c'est pas la minière, autrement dit, qui a à déposer de telles demandes. Non. OK, c'est la MRC. C'est vraiment les municipalités concernées, dans ce cas-ci, Pressesson et Launay, ainsi que la MRC, qui vont déposer la demande à la Commission de protection des terres agricoles du Québec. La halde, est-ce que ça, une halde, c'est ça, quand on va où sera entreposée la roche stérile, on parle que ça peut avoir jusqu'à 150 mètres de hauteur, ou en tout cas environ, selon les notes que j'ai ici, en tout cas, même si on met 100 mètres de hauteur, c'est quand même en ce moment, les chiffres qu'on a, c'est environ 120 mètres. OK, 120 mètres. À 250 mètres environ de la route 111, Ça a été modifié beaucoup on parlait du processus de consultation. Puis, évidemment, quand on est arrivé avec notre étude économique préliminaire, le premier, disons, le schéma de développement des infrastructures, on avait une pile d'environ 150 mètres qui était très près de la route 111. Oui, c'est très rapidement, les gens nous ont dit, écoutez, y a-tu moins... Vous pouvez sûrement faire mieux que ça. On peut-tu tasser ça un peu? On peut-tu tasser ça un peu? Et puis, en fait, ce que les gens ont dit, ce qui était pertinent, très pertinent, puis ce qu'on a fait, c'est, écoutez, vous avez du mort-terrain, des dépôts meubles qu'on appelle, des dépôts meubles argile, matériel organique, dépôts granulaires, sable et gravier qui sont sur le gisement qu'on doit décaper. Alors, nous, on pense que ce matériel-là, c'est un matériel où la revégétation, la reprise de la végétation va être beaucoup plus facile. Pouvez-vous l'amener au sud? Comme ça, au niveau visuel, au niveau du paysage, ça va être beaucoup moins, disons, ça ne sera pas une pile de roches, c'est quelque chose qui va se revégéter rapidement. Et on a envoyé les haldes, donc haldes stériles, haldes minérales à basse teneur, au nord du projet. Ah, OK. Donc, dans la design actuelle. Qui a changé selon les notes que moi j'avais, là. Exactement. Ça l'a changé 3 fois depuis les notes que j'avais. En fonction des consultations, en fonction des enjeux technico-économiques aussi. Okay. On dit que le gîte du Mont contiendrait près de 7 milliards de livres de ressources de nickel mesurées et indiquées et 3,3 milliards de livres dans la catégorie présumée. Expliquez-nous donc un peu c'est quoi ça, les mots là, mesurés, indiqués. On est néophyte, le nouveau. Oui, c'est des mots techniques. On voit ça souvent, des gens, même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un géologue, qui est un biologiste de formation, j'ai eu à apprendre ça. Et c'est une des premières questions que j'ai posées, c'est quoi la différence entre ces choses-là? Et ça vient vraiment avec un peu le maillage de forage. Quand on va définir la ressource, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on met des trous de forage qui sont distancés de peut-être 500 mètres un de l'autre. Puis, fait que là, on a une ressource qui est présumée. Et puis, plus on approche, plus notre maillage de forage, on tombe avec un maillage de 100 mètres, de 50 mètres. Et c'est les experts, des experts externes qui viennent qualifier notre projet, qui disent pour votre projet, pour qu'une ressource que vous présumez, parce qu'en fait, tu as ton trou de forage qui dit voici ce que ça donne dans mon trou, tu as un autre trou de forage à côté, il dit voici ce que j'ai, et tu extrapoles entre les deux. Tu dis si j'ai ça ici, si j'ai ça là, je devrais avoir ça ici. C'est ça, exactement. Donc, plus tu as de trou de forage, plus tu es capable d'augmenter ton niveau de précision. Donc, quand on parle de présumé, mesuré, indiqué, c'est vraiment le niveau de précision de la connaissance qu'on a. Exactement. Okay. Et puis, il faut vraiment, au niveau légal, il faut vraiment très clairement faire la distinction entre ces 3 niveaux-là. Monsieur Dupont, durant la construction, on parle d'une possibilité de 1400 travailleurs qui seraient sur le site. On parle d'entre 550 et 600 personnes durant l'exploitation. On parle d'une durée de vie de 30 ans et plus. Quand on sait qu'une mine, habituellement, une durée de vie, quand on sort un projet minier, c'est jamais beaucoup plus que 8 ans ou environ. Vous êtes rendu à plus de 30 ans. C'est un site extraordinaire, mais moi, ma question principale dans ça, c'est que comment allez-vous recruter
Parce qu'on sait que le recrutement minier commence à être difficile. On se plaint dans le Nord qu'on manque de travailleurs miniers. Comment allez-vous procéder pour avoir 1400 travailleurs lors de la construction de cette mine-là, puis entre 550 et 600 personnes sur le site lorsqu'il sera durant l'exploitation? Est-ce que vous avez pensé à ça? Mais le défi est surtout, je vous dirais, d'avoir la main-d'œuvre de Royal Nickel, dans le fond, qui va être la main-d'œuvre d'opération. On parle du 500 personnes, mais qui va augmenter graduellement. Là, ça commence à, on parle d'un 500 environ en moyenne sur la durée de vie du projet. Pour ce qui est de la période de construction, c'est vraiment, bon, dans ce cas-ci, vous voyez, on a octroyé un contrat dernièrement à Norascon là, pour le prédécapage du projet. Oui. Mais c'est Norascon qui amène ses travailleurs, ses employés. Donc, c'est pas des gens qui sont sur le, qui sont payés par Royal Nickel directement. Ben, pour la construction, c'est pas mal. C'est tout. C'est ça. C'est pas, on n'a pas nos propres flottes de camions et des choses comme ça. Mais ça rentre plus tard dans le processus. Nous autres, ce qui nous intéresse, ce qui est l'enjeu, c'est vraiment la main-d'œuvre permanente, je dirais. Durant l'exploitation. Quand l'exploitation va commencer en 2000 quelques, quand on parle de 550 à 600 personnes, là, ça va être des travailleurs miniers. Mais ce qui est intéressant d'un projet comme le nôtre, on parle d'une mine à ciel ouvert. Des fois, les gens font la distinction mine souterraine. On aime mieux les mines souterraines que les mines à ciel ouvert pour telle raison, paysage, ainsi de suite, visibilité. Mais ce qui est intéressant avec une mine à ciel ouvert, c'est que l'expertise qu'on a de besoin, c'est beaucoup moins technique qu'une mine souterraine où on a des foreurs avec des cartes de X, Y, Z, des formations très complexes pour aller sous terre. Nous, c'est des camions, des 240 tonnes. Donc, ça prend des gens des opérateurs de machinerie lourde. On parle de la foresterie qui va pas très bien en ce moment. Oui, c'est ça. Les gens de Tachereau, il y a une fermeture d'usine, les gens de Launay, la série Galichan qui est fermée. Deux gros donc c'est fermé, exactement. C'est ça. Oui. Donc, c'est des gens, c'est une main-d'œuvre qui peut facilement accéder à un emploi dans une mine comme la nôtre par rapport à une mine souterraine où tu as besoin d'une qualification qui est beaucoup plus élevée. La formation est plus simple aussi dans notre cas. Donc, c'est sûr que nous, dans notre cas, il va falloir vraiment tabler sur les plans de formation pour s'assurer que cette main-d'œuvre-là, au moment où on a besoin, soit disponible. Parce que c'est sûr et certain que on va faire revivre Tachereau, qui a perdu son moulin, et on va faire revivre Launay, qui a perdu son moulin. Villemontel est tout près, qui est petit, qui pourrait grossir. Ça va avoir une répercussion à Macamic, ça va avoir une répercussion à Amos, beaucoup. Fait que c'est un projet qui va emmener de l'eau au moulin terriblement. C'est un projet qui dépasse pas mal les frontières de la MRC-Abitibi, ça c'est sûr. Les gens vont venir d'un peu partout sur ce projet-là. C'est peut-être important de mentionner aussi que dans notre processus de consultation, on a créé une entité qui s'appelle la table Municipalité Compagnie, et où siègent les maires et directeurs généraux des municipalités de Launay, Tressesson, Tachereau, Amos, ainsi que le préfet et le directeur général de la MRC pour discuter des enjeux, justement, je dirais, géopolitiques qui encadrent le projet du Mont. Exactement. Quand, en terminant, parce qu'il reste à peine une minute, M. Dupont, c'est que j'ai vu quelque part dans mes notes qui a été dit que quand on développe un projet d'une telle envergure, les limites des MRC deviennent superficielles. Et je pense que c'est vrai. Bien, les retombées sont à l'échelle du Québec. Oui. On parle dans la durée de vie du projet des retombées d'environ 10 milliards pour l'ensemble du Québec et peut-être 3,5 milliards environ en Abitibi-Témiscamingue. L'expertise, elle ne sera pas concentrée toute à Launay, à Tachereau, à Tressesson. On va la chercher un peu partout, à La Sarre, à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or. Donc, nous, on est très inclusifs dans le développement de notre projet. Et puis, les limites de MRC, c'est pas des choses qui nous... ce ne sont pas des barrières. Ce ne sont pas des barrières pour nous, absolument pas. Monsieur Dupont, merci infiniment. C'était vraiment très intéressant. On en sait beaucoup plus. J'aurais eu encore beaucoup d'autres questions comme le prix du nickel aujourd'hui, il est à combien? Environ 8 $. 8 $. Est-ce que c'est rentable à ce moment-là? Oui, nous, notre, ce qu'on appelle communément le cash cost, c'est environ 4 $. Nos analyses économiques sont faites à 9 $, mais le nickel, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le nickel a monté jusqu'à 25 $ dans les dernières années. Exactement, c'est ça. Donc, un prix nickel à 7-8 $, c'est relativement bas quand on regarde sur une échelle. Sur ce qui a déjà été, déjà. Monsieur Dupont, merci beaucoup de votre présence à cette émission-là. On vous souhaite tout le succès possible. Puis, c'est un gros défi, mais vous êtes là pour les relever, j'en suis persuadé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Dupont. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir. Bonne semaine.